Dans le podcast de cette semaine, j'ai le plaisir de discuter avec Cindy Franchimont, enseignante passionnée et experte de terrain. Elle partage avec nous son expérience et ses précieux conseils sur les atouts de l'école du dehors. Quels bénéfices concrets pour nos élèves? Comment l'intégrer efficacement dans nos écoles? Tu cherches des idées concrètes et inspirantes? Ne cherche pas plus loin, cet épisode est fait pour toi. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, je suis avec Cindy Franchimont qui a accepté mon invitation pour parler de l'école du dehors. Salut Cindy. Bonjour Sophie. Mille merci d'avoir accepté mon invitation. L'objectif, c'était de pouvoir parler de l'école du dehors parce que tu es enseignante, tu vas nous en parler dans quelques minutes et tu as justement mis en place l'école du dehors. Alors c'est vrai que c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Ce qui m'intéressait, c'est vraiment de pouvoir aller voir le côté concret puisque tu es une personne de terrain, de montrer un petit peu comment tout ça peut se mettre en place et puis ton retour d'expérience, quel est l'atout, les intérêts, les bénéfices tant pour l'enseignant que pour les élèves. Oui, super. Alors, je vais commencer par me présenter. Ben oui, peut-être un petit mot sur ton parcours, parce que tu as un parcours très très riche au niveau éducation et de nombreuses casquettes qui t'amènent ici avec moi. Oui, donc je suis institutrice primaire de formation maintenant depuis une petite vingtaine d'années. Et dans ma carrière, j'ai vraiment eu l'occasion d'endosser plusieurs casquettes. J'ai été éducatrice pour des élèves de maternelle à primaire, dans une EDD, dans un milieu de vie, puis professeure d'alphabétisation français langue étrangère pour des enfants et des adultes. Et à la naissance de ma fille, je me suis redirigée dans le monde de l'enseignement. Et ça fait maintenant 5 ans que je suis aussi formatrice d'enseignants, notamment sur cette thématique d'école du dehors, pour vraiment propager les bonnes pratiques, des partages d'expériences. Le but, c'est vraiment de partager et de aussi donner envie de pratiquer, puis de donner envie de se lancer. Et du coup, voilà, on m'a proposé aussi d'écrire un ouvrage. Donc, je suis auteure pour un livre aux éditions Planta, l'école du dehors, oser se lancer, et une mallette pédagogique sur la thématique également chez Bayard Milan. Donc, vraiment tout ça dans le but de promouvoir cette pratique d'école du dehors. Génial, parce que ça nous donne déjà encore des pistes pour ceux qui voudront aller plus loin après ce podcast, d'un ouvrage à lire ou d'une mallette pédagogique à aller un petit peu farfouiller pour trouver des bonnes idées, en tout cas pour mettre tout ça en place. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à vouloir mettre en place l'école du dehors au départ, avec tes élèves? Au départ, j'ai toujours aimé partir vraiment du concret, que ce soit avec les enfants en école de devoir ou avec mes élèves en classe. Et j'aimais beaucoup rebondir sur tous leurs questionnements, aller vraiment sur leurs questions à eux, explorer dehors pour vivre des moments qui sont un peu différents par rapport aux apprentissages qu'on peut faire en classe. Et puis alors, donc j'ai parsemé quelques petites choses au début de ma carrière. Puis j'ai rencontré donc Michèle Éloi, qui est une guide nature et qui est formatrice école du dehors. Et c'est vraiment elle qui m'a donné le goût de pratiquer encore plus et vraiment de manière régulière avec mes élèves, vraiment pour percevoir tous les bienfaits de cette pratique-là. Alors, c'est quoi? Parce que l'école du dehors, je disais, c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout. Aujourd'hui, on entend, il y a des ouvrages qui sont sur le sujet. On en parle de plus en plus. Ça consiste en quoi, précisément, quand on parle d'école du dehors? Mais c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de l'école du dehors et qu'on a un peu tous des définitions différentes des pratiques. Pour moi, c'est un peu à chacun de construire sa propre définition. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de faire, ni une ligne vraiment de conduite à suivre. C'est un peu à l'enseignant avec ses élèves de déterminer alors tous les objectifs et son projet à travers les différentes approches qu'on va pouvoir rencontrer. Moi, ma définition personnelle, c'est vraiment apprendre par et dans la nature. C'est un retour à tout ce qui est essentiel. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment partir du vécu des enfants pour donner du sens à tous les apprentissages. Et puis, alors, de la motivation aussi. Quand on est dehors, on est libre et on se sent vraiment libre. C'est vraiment pour favoriser tout le développement global de l'enfant en respectant donc son rythme. Dans ta définition, Oui.
Oui, vas-y. Non, je disais dans ta définition, en fait, tu réponds déjà en partie à ma question suivante, parce que je voulais savoir, dans un premier temps, c'est quoi les bénéfices premiers que toi, tu as pu observer auprès des élèves, mais finalement, tu as déjà donné quelques éléments, peut-être qu'il y en a plus que cela aussi. Qu'est-ce qu'ils en retirent dans leurs apprentissages directement? Je dirais au niveau des bénéfices, c'est aussi bien bon pour le corps que bon pour l'esprit. On a vraiment un impact positif sur tout ce qui est motricité et renforcement du système aussi immunitaire des enfants. Mm-hmm. C'est vrai qu'on a un mode de vie qui nous invite de plus en plus à rester sédentaires et à passer du temps à l'intérieur. Notamment avec l'essor aussi du numérique. Mm-hmm. Mais on a vraiment de nombreuses études scientifiques qui ont vraiment prouvé l'effet bénéfique de connecter ou de reconnecter en tout cas les enfants à la nature. Donc au-delà encore de cet aspect physique-là, on peut vraiment aussi remarquer des bénéfices cognitifs et entre autres sur la concentration aussi des enfants. Tu as l'impression que l'attention était meilleure quand tu es en extérieur avec eux que lorsque tu es dans le local de classe? Oui, c'est vraiment un endroit tout à fait différent où on va pouvoir capter aussi l'attention de certains profils d'élèves et on va pouvoir rejoindre alors un petit peu tous ces enfants qui ont parfois des besoins spécifiques. Et on parle beaucoup aussi des bénéfices pour les enfants, mais j'ai aussi envie de parler des bénéfices pour l'enseignant. Parce que la nature, elle nous offre vraiment un espace flexible, du matériel qui est aussi facile d'accès. Et l'adulte aussi, en tant qu'enseignant, va aussi ressentir tous les bienfaits de cette pratique dehors. Ce qui est pas évident, j'imagine, c'est quand même la mise en place, parce que il suffit pas juste d'aller dehors. On entend le fait d'être dehors, c'est bien, mais évidemment, ça suppose quand même que tu as intégré ça au niveau des apprentissages scolaires. Ça veut dire qu'il y a une intention, des objectifs d'apprentissage qui ont été bien définis. Comment ça se passe en fait, tout ça? En fait, ça dépend. Parfois, je pars de ce que je veux observer avec les élèves dehors. Et de retour en classe, on va exploiter, on va chercher. Donc, on est vraiment là dans la démarche d'investigation. Par exemple, en hiver, on va parler de la neige, des états de l'eau. On parle vraiment des observations des enfants, des photos qu'ils ont prises et de toutes les questions qui se posent. Et puis, d'autres moments, je vais introduire des matières, par exemple les capacités. Quoi de mieux que de manipuler à l'extérieur. On a justement, nous, c'est vrai qu'on a de la chance, on a un ruisseau qui coule près de notre endroit nature. Et alors, on va manipuler, on va verser, on va transvaser, sans peur de mettre de l'eau partout. Et puis parfois, j'exerce aussi des notions qui sont abordées en classe dans le contexte du dehors. Un exemple, on a abordé les solides en classe et on va essayer d'en construire avec des branches de bois, ou alors on a parlé de la symétrie et on va réaliser dehors en land art une œuvre symétrique. Donc j'essaie toujours de mêler des découvertes, des questionnements, une exercitation, mais parfois ça m'est déjà aussi arrivé d'évaluer des compétences finales qui ont plus de sens à l'extérieur, comme tout ce qu'on nous demande au niveau des déplacements dans l'espace. Ok. C'est quelque chose c'est une routine chez tes élèves, c'est-à-dire que ils savent qu'ils vont autant d'heures chaque semaine avec toi dehors, ou c'est quelque chose de beaucoup plus spontané que tu vas mettre en place fonction de justement de l'approche que tu veux suivre, de ce que tu cherches à atteindre avec eux? Non, ici, l'école du dehors, c'est vraiment cadré. Il y a un cadre, il y a des règles, on construit même une charte avec les enfants. Et toutes les séances aussi ont lieu de manière fréquente. Donc, pour moi, il faut au moins sortir une fois la semaine pour pouvoir vraiment avoir les bénéfices de ces pratiques. Et donc, là, alors oui, chaque séance est cadrée et on a, par exemple, on commence par des rituels. Et puis, on fait des activités, parfois des activités libres, parce que je pense aussi que chez les enfants de maternelle, c'est important aussi d'avoir des activités, des jeux libres. C'est vraiment là où on va pouvoir aussi observer nos élèves
Et puis après on a toutes les activités qu'on va pouvoir faire au niveau disciplinaire. Et alors pour terminer, on termine toujours par un moment de relaxation pour clôturer, un moment plus introspectif pour les enfants. Mmh. C'est quelque chose, comment tes élèves réagissent au début? Parce que j'imagine, enfin, on sort quand même très fort du cadre traditionnel, on est dans une approche qui est différente. Tu parles d'une charte qui a été établie, donc il y a bien un cadre qui est mis en place. La réaction des élèves au début, c'est quoi? Au début, c'est l'inconnu, c'est l'inconnu pour tout le monde même. C'est pour ça que c'est important de bien préparer son projet, de choisir sa fréquence, de choisir son lieu, qui est un endroit qui est proche de l'école, à pied ou si on a la chance d'avoir un transport. Et puis c'est informer sa direction, informer les parents, informer les enfants du projet. Et donc ils savent déjà pourquoi on a choisi de pratiquer avec eux l'école du dehors. Je pense que c'est important d'expliquer aux élèves que ce ne sont pas des sorties qui sont uniquement récréatives, mais qu'on a un but pédagogique aussi derrière. Je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir passer des moments riches avec eux, c'est de les cadrer, de leur expliquer et qu'ils soient bien conscients que dehors, on est en train d'apprendre. Mmh. Tu sors seul ou parce que tu as mentionné Michel et donc tu as expliqué ça a été un peu un moteur, un élément déclencheur pour toi qui a permis ce passage. Aujourd'hui, tu sors seul avec tes élèves ou tu penses que c'est préférable de démarrer en étant accompagné? J'ai démarré, c'est vrai, accompagnée avec Michel. Ici, Michel, on travaille toujours ensemble parce que voilà, on adore partager ces moments-là aussi. Mais il y a plein de moments où elle n'est pas disponible et où je sors seule avec mes élèves. Donc il n'y a pas de réglementation en Belgique au niveau des sorties d'un jour. Mm-hmm. C'est vraiment au choix de la direction. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir son projet qui est bien cadré et bien expliqué aussi, pour pouvoir motiver justement ces sorties et donner, pour qu'on puisse avoir cet accord de sortir avec nos élèves. Je pense qu'au début, c'est toujours intéressant d'être accompagné d'une personne. On a aussi tous les criers qui peuvent accompagner les enseignants. Mm-hmm. Dans les activités ou être accompagné d'un guide nature. Mais je pense que c'est tout à fait réalisable si on n'a personne de sortir avec ses élèves dehors. Il y a plein de fois où je suis sortie uniquement avec mes élèves et on a vécu les activités ensemble, sans problème. Oui, sans problème. Tu parlais, puis tu disais, à côté de l'école, on a de la chance d'un autre espace du dehors. Il faut avoir son espace. Comment on le définit? Il y a des critères pour avoir un bon espace du dehors. Je pense à des écoles qui vont être peut-être plus situées dans un centre-ville ou autre chose. C'est quoi tes conseils par rapport à ça? Alors on peut pratiquer l'école du dehors en ville aussi. Il y a plein de choses. Souvent, on me dit, je suis en ville, mais la ville a ses richesses aussi. Le dehors, c'est pas que la forêt. Donc, on peut aussi aller en ville, tout ce qui est histoire, géographie, connaître un peu tout ça, expliquer aux enfants, partir vraiment du vécu. On a aussi tous les panneaux de signalisation. On peut aller faire des chasses aux figures géométriques, des chasses aux problèmes. Donc, la ville va pouvoir aussi permettre de réaliser des activités et de plus en plus de villes tentent à être végétalisées aussi. Donc, on essaye aussi d'avoir des espaces communs. Par exemple, on met de plus en plus en place des potagers partagés ou des jardins partagés où les personnes qui vivent en ville peuvent aussi aller passer des moments dans un endroit vert. Et je pense que c'est aussi important de montrer aux enfants qu'en ville, il y a des parcs, il y a des espaces verts, il y a des jardins partagés et de pouvoir donner ces pistes-là aussi aux parents des enfants qui vivent en appartement en pleine ville. C'est vrai que, comme je disais, on a de la chance, nous, à notre école, d'être bien entourés et d'avoir un jardin à l'école et d'avoir aussi une forêt qui est tout près, à 5-10 minutes à pied de l'école. Et c'est vrai qu'on a du coup installé vraiment un endroit nature. Mais c'est un endroit qu'on fréquente le plus souvent, mais il est vraiment, les sorties sont vraiment ponctuées par moments. On va aussi dans le village, on fait des marches.
on fait des balades en forêt, surtout quand il fait plus froid, où on doit être moins statique. Alors là, on va marcher, on va faire des longues balades. Je pense que c'est important aussi pour les enfants qui de plus en plus marchent de moins en moins. Ouais, tout à Donc fait. voilà, c'est parfois une petite difficulté qu'on va rencontrer avec les jeunes enfants. C'est cette habitude à marcher. Et on constate au début de l'année que les enfants ont vraiment difficile de marcher, c'est long. Parfois, ils peuvent se plaindre. Mais au fur et à mesure du temps, on se rend compte que les élèves commencent à apprécier ces sorties à marcher aussi et que ça devient vraiment naturel pour eux. Ouais. Donc, c'est aussi important de pouvoir transmettre ça à nos élèves. Super, donc c'est intéressant de savoir qu'on n'est pas obligé de rester toujours au même endroit non plus, il faut avoir un espace, mais on peut se balader. Pour toi, l'école du dehors, elle est adaptée à tous les âges, parce que c'est vrai que tu parlais du maternel, du primaire, on l'entend beaucoup dans beaucoup d'écoles primaires, disant que ça se met petit à petit en place, il y a de plus en plus d'initiatives. Pour toi, c'est abordable en secondaire aussi ? Oui, pour tous les âges, mais même pour les adultes. C'est aussi une façon de pouvoir former les enseignants à des pratiques et aussi de les emmener dehors pour montrer comment on peut aussi transmettre aux enfants. Et dans l'enseignement supérieur, le plus compliqué, c'est de mettre en projet d'école dans une école où tout n'est pas toujours adapté. Je pense par exemple au secondaire, aux heures où l'enseignant va chaque fois changer toutes les heures de classe. Ouais, c'est ça. Et où pour moi c'est plus compliqué d'envisager des pratiques de longue durée si je dois déjà marcher 10 minutes avec mes élèves sur une période de 50 minutes, un aller-retour, je n'ai plus qu'une demi-heure pour faire ma leçon. Donc, mais je pense que c'est réalisable si on propose un projet d'école. Il y a des écoles secondaires qui pratiquent et donc ils ont revu aussi leur fonctionnement. Mais je pense que là, du coup, ce qui est bien en primaire ou en maternelle, c'est que on est plus libre dans nos classes. Qu'en secondaire, on est plus contraint par rapport à d'autres collègues. Et mais c'est envisageable aussi de co-enseigner avec des collègues différents et de pouvoir aussi proposer des activités d'école du dehors, même au secondaire. C'est intéressant. C'est vrai qu'il y a cette problématique peut-être plus logistique ou organisationnelle, mais effectivement, quand ça s'inscrit dans un projet d'établissement, ça veut dire qu'on peut le penser en amont aussi pour que ce soit réalisable, quoi. Oui, c'est ça. Pour toi, c'est quoi les principaux défis, obstacles que toi, tu as rencontrés dans la mise en place ? Les choses où tu as dû être vigilante, peut-être réajuster certaines choses dans tes premières tentatives ? J'avoue que tout au début, j'ai eu de la chance déjà parce que j'entends beaucoup d'enseignants qui ont des freins, qui rencontrent des difficultés. Et dans toutes les écoles dans lesquelles j'ai pu enseigner, j'ai pu mettre en pratique facilement cette école du dehors. Souvent, j'entends des enseignants qui ont des difficultés au niveau des autorisations. On en a parlé tout à l'heure par rapport aux sorties et à cette réglementation. Puis parfois, on peut rencontrer aussi des difficultés avec les parents qui sont au début un peu réticents. Et c'est ça que j'aime bien toujours présenter le projet d'école du dehors au début d'année à tous les parents pour que eux aussi accompagnent leur enfant dans les démarches, parce que je trouve que c'est important après une activité en école du dehors que aussi les parents s'investissent et demandent à l'enfant qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris, parce que c'est bien de distinguer aussi les deux. Et puis parfois il peut y avoir aussi le regard des collègues, parce que quand on se sent seul à pratiquer, ça peut parfois être compliqué. Le changement avance et ça se fait vraiment petit à petit, mais tout le monde ne va pas spécialement adhérer. Moi je dis toujours, on ne force jamais personne, mais on sème les petites graines. Donc on pratique, on montre des petites choses et peut-être que parfois certaines collègues vont reprendre aussi ces petites choses et petit à petit on donne envie aussi aux autres de se lancer à ce niveau-là. Ce qui est parfois compliqué alors au niveau dans les séances d'activité, souvent on me dit souvent de gérer les comportements débordants. Moi je trouve que justement quand on lance, c'est vrai que quand on fait souvent une activité comme ça une fois,
où on n'a pas cadré, on n'a pas fait la charte avec les enfants, où on ne leur a pas expliqué quel était l'objectif pédagogique de l'activité, parfois ça peut être plus compliqué. Mais justement, quand on explique bien tout ça à nos élèves et puis qu'on se lance, tous ces enfants qui ont parfois des comportements un peu débordants dehors, ils vont se sentir plus libres et on va avoir moins de difficultés à les gérer dans un espace qui est plus grand. Et puis avec des enfants qui ont des besoins parfois spécifiques différents, comme les enfants qui ont besoin de bouger, les enfants kinesthésiques, les enfants naturalistes. On va vraiment leur ouvrir des portes aussi pour eux et leur permettre aussi de montrer leur capacité dans d'autres domaines et dans d'autres disciplines qui ne sont pas toujours montrées aussi aux enfants quand ils sont dans la classe à l'école. Et mais c'est intéressant de dire aussi quand ça s'inscrit aussi dans quelque chose de plus pérenne, c'est-à-dire quelque chose qui est bien établi. J'entends les sorties une fois de temps en temps comme ça, sans forcément avoir une vision plus globale. On pourrait arriver à certaines dérives, donc c'est important de l'inscrire quand même dans une vraie logique et une vraie construction pédagogique initiale, quoi. Quel conseil tu donnerais, toi, à un enseignant qui souhaite se lancer dans l'école du dehors? Ce serait quoi ton premier conseil? Comme conseil, j'ai envie de leur dire d'y aller un pas à la fois. Et la nature est vraiment essentielle pour nous tous. Et elle va vraiment devenir leur source d'inspiration. J'ai envie de dire à chacun qu'il fasse comme il le sent aussi, avec ses affinités et puis ses préférences aussi. Mais d'abord s'informer et vraiment de préparer son projet pour qu'il soit vraiment solide. Et voilà, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ne pas hésiter à s'entourer de personnes ressources, des organismes qui peuvent nous accompagner. Il y a beaucoup de groupes aussi maintenant qui sont solidaires sur les réseaux, notamment Classe dehors, pour lequel je suis aussi ambassadrice, dont le but c'est vraiment de communiquer sur les bonnes pratiques et puis aussi que la communauté enseignante qui pratique l'école du dehors se sente aussi soutenue dans des actions et vraiment là pour inciter les enseignants à oser se lancer. Ok, donc le site, c'est une page Facebook, c'est ça? Classe du dehors? C'est Classe dehors. Classe dehors. Il y a une page Facebook, un groupe aussi, et un site internet où on regroupe aussi des idées d'activités pour aider les enseignants. C'est chouette parce que je trouve que c'est déjà un levier par rapport à un des défis, un des obstacles que tu mentionnais tout à l'heure, de dire que parfois on peut se sentir un petit peu seul ou pas forcément soutenu dans son école, mais de voir qu'il y a d'autres écoles, d'autres enseignants qui se lancent aussi, c'est toujours réconfortant et puis ça, on partage les bonnes pratiques, donc c'est chouette. Oui, tout à fait. Ton bilan personnel, après ici maintenant déjà plusieurs années d'expérimentation, tu es un petit peu aguerri à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu as appris, retiré de cette expérience de l'école du dehors? Alors déjà, pour moi, maintenant, c'est impossible de revenir en arrière. C'est même inenvisageable de m'enlever cette pratique avec mes élèves parce que je retire vraiment beaucoup de positifs dans ma vie d'enseignante. Ça me permet aussi de découvrir mes élèves différemment et puis de créer des liens avec eux qui sont tout à fait différents que ceux qu'on peut avoir en classe. Ça permet aussi de travailler beaucoup sur des projets interdisciplinaires et avec nos nouveaux référentiels, de travailler aussi toutes ces visées transversales dont on parle dans ces référentiels et qui sont aussi pour moi très importantes. Pratiquer dehors, ça permet vraiment de travailler l'autonomie, la coopération, l'entraide, tout ce qui est créativité aussi. Donc je pense qu'en pratiquant l'école du dehors, on va pouvoir aussi atteindre les attendus disciplinaires et ces visées justement transversales. Super. Alors, tu as mentionné, il y a une mallette pédagogique donc qui existe, dont tu es l'auteur, et un ouvrage. Peut-être nous rappeler les références des deux outils, parce que je me dis que l'enseignant qui nous écoute se dit, moi, je me lancerai bien. Le petit coup de pouce et l'ouvrage ou le petit matériel en plus, ça peut être un bon déclencheur. Oui, donc aux éditions Planta, c'est l'école du dehors, oser se lancer.
Pardon, c'est justement pour permettre aux enseignants d'avoir cette petite partie aussi théorique, mais surtout pratique, pour vraiment donner des idées d'activités. Donc dedans, on va retrouver des activités avec tous les attendus des nouveaux référentiels, plus tout ce qui est retour en classe, parce que j'en ai pas parlé, je pense, cette fois-ci. Non. Mais le retour en classe est vraiment essentiel. Et voilà, je parle aussi de ce retour et de comment on peut le faire. Tandis que la mallette pédagogique, elle, chez Bayard Milan, c'est une mallette qui est aussi agréée Manolo. C'est chouette, on sort. C'est une petite chouette qui est la mascotte. Elle est vraiment ciblée, cette mallette pédagogique, pour les 3e maternelles à la 3e primaire, avec un guide de l'enseignant, un carnet de l'élève, avec du matériel justement à emporter, donc des clés d'observation, des clés de détermination des oiseaux, des animaux, des clés de détermination des arbres aussi, avec vraiment un matériel à emporter avec soi. Ok, génial. Cindy, mille merci pour ce partage. Merci d'avoir partagé ton énergie et ta motivation. En tout cas, j'espère que ça donnera des idées, des envies peut-être à des enseignants qui nous écoutent. Mais merci aussi à toi, Sophie, pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de pouvoir partager avec les enseignants justement ces pratiques. Eh ben, génial. De notre côté, nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'éducation mode d'emploi.